Bonjour Cédric. Bonjour Simon. Bienvenue dans ce podcast qu'on a nommé Et demain. Alors l'idée du podcast, c'est d'interviewer des gens qui sont liés de près au monde du développement durable. Tu nous parleras un petit peu de ton expérience. Qui sont capables de nous délivrer aussi une expertise de ce qui se passe, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui risque de se passer avec les limites que l'on connaît, les enjeux que l'on connaît. Et c'est pour ça que tu es présent aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et je propose de démarrer directement. Présente-toi. Oui. Qui je suis moi, je travaille aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier. Ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans ce secteur-là. J'ai eu une formation plutôt d'ingénierie à la base, avec un prisme très orienté vers les risques industriels. Donc c'est ce qui, à l'époque, était l'approche un peu classique du développement durable dans le monde de l'entreprise. On prenait ça beaucoup par le prisme industriel, quel risque on va avoir sur notre chaîne de valeur, etc. Je fais ça quelques années et puis je suis tombé dans le bain de l'immobilier. On apprend le lien des mondes de l'entreprise avec la finance. On apprend qu'un objet immobilier, c'est aussi un objet, on reviendra dessus, qui fait lien avec l'ensemble des secteurs économiques. Et finalement, j'ai déroulé cette connaissance et cette formation assez académique et d'ingénierie sur un monde immobilier. Donc aujourd'hui, mon boulot, c'est de faire en sorte pour des investisseurs immobiliers et pour des utilisateurs immobiliers, de faire en sorte de rendre leur parc le plus vertueux possible. Et si je le résume, on augmente les impacts positifs et on diminue les impacts négatifs. Et sinon, à part ça, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Et je suis heureux d'être un nouveau Toulousain. Comme on le comprend sur ce dernier point. Bon, on met les pieds dans le plat directement. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est quand même un des mauvais élèves au niveau de l'empreinte environnementale. Le social aussi, hein, et on entend souvent des mauvaises affaires sur des marchands de sommeil, par exemple, des choses comme ça. Là, dans ta présentation, tu as dit rendre le parc ou l'immobilier vertueux. Ouais. Tu as des exemples un peu de ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui nous écoutent ? Bien sûr. Tu as dit quelque chose de très très vrai. L'immobilier, c'est le mauvais élève pour plein d'aspects. Pour donner des grands ordres de grandeur, l'immobilier, c'est un gros quart des émissions de gaz à effet de serre, si on raisonne à une échelle française, européenne, même mondiale. Un quart des émissions de gaz à effet de serre, un peu plus de 40% de la consommation d'énergie. C'est le facteur numéro 1 d'artificialisation des sols, modulo les infrastructures et l'agriculture qui sont liés évidemment. Et tout ça pour répondre, in fine, à un objet qui a vocation à être positif, parce que si on a pensé l'immobilier à l'origine, c'est pour un rôle social. L'immobilier, on l'a construit parce qu'on avait à un moment besoin de toit pour nous protéger, pour héberger l'activité humaine, sociale, économique, etc. Donc, il y a cette espèce d'équilibre qui s'est, avec le temps, un petit peu dévoyé entre le rôle positif premier de l'immobilier et le rôle négatif, l'empreinte négative, un petit peu, qui s'est maximisée. Donc, finalement, partant de ça, se poser la question de l'impact positif de l'immobilier. Tu parlais de l'aspect social, il y a une question fondamentale qui va être de dire comment on redonne à l'immobilier sa raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être pour les entreprises, mais l'immobilier en tant qu'objet physique, il a une raison d'être, puisqu'on a évoqué héberger l'activité humaine. Donc pour redonner cette raison d'être un petit peu positive, ça va être effectivement un des grands enjeux. Donc on va avoir les enjeux liés au prix, à l'accessibilité de l'immobilier pour se loger en tant qu'individu, mais également pour y héberger une activité économique, un service d'État aussi. Parce que mine de rien, qu'on soit une mairie, qu'on soit un particulier, qu'on soit une clinique, de manière ou d'une autre, on a soit un foncier à payer, soit un loyer à payer. Donc il y a un enjeu financier pour directement générer un impact social positif. Ça c'est pour l'aspect social. Et l'autre aspect qui est important, c'est les enjeux environnementaux qui vont avec. Par nature, de toute façon, comme on est sur un objet physique,
que l'on construit, qui va artificialiser des sols et consommer de la ressource, il y aura toujours un impact négatif. Il ne faut pas se leurrer. Puis dans le fond, c'est pas grave. Tant qu'on sait le minimiser et qu'on sait faire durer ce qu'on a construit. Donc sur ta question de où est-ce qu'on va pouvoir effectivement placer le curseur, quels exemples on peut se donner, moi je résumerais effectivement les enjeux autour de ça, de pouvoir se dire en fait on va tendre vers plus de sobriété dans les ressources qu'on va utiliser pour l'immobilier, pour le construire, moins de matériaux pour construire, moins de matériaux pour rénover, les meilleurs matériaux à impact carbone plus faible, qu'on va chercher moins loin, qu'on met en œuvre en faisant travailler des ouvriers et des chaînes de valeur locales. Donc sobriété sur les matériaux, sobriété dans l'usage, essayer d'être les moins consommateurs en termes d'énergie, émettre moins de gaz à effet de serre, et si on le peut, aller essayer de chercher le crantage aussi positif. Parce qu'une fois qu'on a un bâtiment, on a aussi une réserve foncière pour pouvoir se dire pourquoi pas, un bâtiment peut être une source d'énergie renouvelable. J'installe une toiture photovoltaïque qui peut à terme devenir contributeur positif à un réseau électrique en produisant plus qu'il ne consomme. Si on fait une rénovation très bas carbone en construction de bois, il peut lui-même séquestrer pendant un certain temps également du carbone, donc tendre aussi un petit peu sur ce chemin-là. Et le dernier aspect, au-delà de l'énergie et du carbone, je pense qu'on a un enjeu fort autour de la biodiversité. Parce qu'une fois que le bâtiment a été construit, entre guillemets, le mal a été fait. Pour autant, on a encore des impacts derrière. C'est pas parce qu'un bâtiment a finalement artificialisé qu'on doit être défaitiste et de se dire j'ai tartiné de béton ma parcelle, maintenant je peux plus rien faire. Et pourtant, avec des exemples un peu caricaturaux ou pas d'ailleurs, on a des corridors de circulation des espèces animales, ne serait-ce que faire le choix de ne pas laisser un parking illuminé la nuit, ça permet effectivement à des espèces nocturnes, des chauves-souris, des insectes, des petits mammifères, de circuler sans se manger un lampadaire ou un véhicule qui passe. Donc même là-dessus, j'ai toujours tendance à voir le côté positif qu'on peut redonner à l'immobilier, de dire c'est pas parce qu'on a un bâtiment qui est construit, c'est pas parce qu'on a une friche qui est en train de naître qu'il faut être défaitiste. On peut en faire quelque chose de bien, il faut juste se remonter un petit peu les manches. Ça fait beaucoup de points et c'est intéressant. L'idée de la biodiversité, c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite. Mais alors, tu as parlé de sobriété. Je vais revenir sur le côté social. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie des besoins primaires, de se loger, de se nourrir. Et quand on voit quand même que dans le monde de l'immobilier, tu as une loi aujourd'hui qui est celle du marché où les prix deviennent totalement indécents, et on s'en fout totalement que des gens soient à la rue. Ce qui compte, c'est que les gens soient prêts à payer le prix du mètre carré, donc il peut augmenter. Que dans des grandes villes de France, il y a des logements vacants, il y a des gens qui cultivent les résidences secondaires. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-dessus? Et s'il y a un truc à faire là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Ouais, je partage complètement ton constat et il est assez dramatique, d'autant plus qu'il y a une espèce de grand écart et de fossé qui se creuse entre certaines villes qui deviennent vraiment l'archétype de ce que tu as décrit, avec de plus en plus de logements vacants ou qui sont purement dédiés à de la location saisonnière, ou même qui sont laissés vides, parce que dans certains cas, c'est malheureux, ils ont plus de valeur vide qu'occupés, parce que c'est la loi du marché, au même titre que l'enjeu qui commence à naître sur est-ce qu'on ne transformerait pas des bureaux en logements. Facialement, aujourd'hui, un bureau vide, au mètre carré, vaut plus cher qu'un logement occupé. C'est certainement pas comme ça qu'on va donner envie aux acteurs de transformer, plus les coûts de transformation, les PLU qui devront s'adapter. Le fossé, il est d'autant plus important que on a centralisé de plus en plus les bassins d'emploi dans des grandes métropoles et on a abandonné des villes petites, moyennes, intermédiaires qui aujourd'hui ont des quantités importantes de logements vacants et qui pourraient, à coût raisonnable, pouvoir permettre de faire revenir effectivement des populations. Juste, il y a eu un choix, à un moment d'aménagement du territoire qui a été de dire, en fait, si je le caricature, la France, ce sera un pays de métropole.
Et c'est là que des petites villes de province se sont vidées, ont perdu leurs services publics, ont perdu les commerces, etc. Et du coup, si on prend de la hauteur, j'ai toujours du mal quand j'entends le discours de « Ah, on n'a pas assez de logements en France. Ah, on ne construit pas assez. Ah, il faut construire. » C'est extrêmement réducteur parce que ça oublie le problème de base qu'on a fait le choix, collectivement, sous le rôle de notre État, d'orienter les bassins d'emploi et donc les logements vers des métropoles. Mais juste, on ne peut pas pousser les murs indéfiniment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plus assez de foncier, des prix du foncier qui grimpent, des investisseurs qui avaient pu être là historiquement aussi, dont l'intérêt financier n'était pas forcément d'aller partager le foncier ou d'ouvrir les vannes pour faire venir le maximum de Français à des prix raisonnables. Et on a énormément de logements qui sont restés à l'abandon finalement et qui continuent à se dégrader. Et plus les réglementations énergétiques arrivent, plus le problème s'aggrave finalement parce que tu rajoutes une couche de contraintes supplémentaires. Donc, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est ce constat-là et une espèce de silence au niveau de la vision de l'État notamment, sur comment on peut résoudre ce problème-là. Parce que même si on se mettait dans le meilleur des cas à transformer un nombre important de bureaux en logements, de remettre sur le marché les logements qui ont été mis en résidence secondaire ou en résidence en meublé touristique, on n'en aurait de toute façon pas assez pour répondre à l'hypercentralisation que l'on connaît aujourd'hui. Notamment dans le cadre avec la politique du ZAN, qui va limiter du coup maintenant les périmètres d'artificialisation des sols. Donc, même si on déverrouille tous ces blocages-là, au mieux, c'est un pansement sur une jambe de bois. À un moment, il faudra peut-être aussi se reposer la question de comment on va redonner vie à des territoires qui ont eu des infrastructures un jour, qui ont eu des logements un jour, et qui, à mon avis, ne demandent que ça, d'être connectés et de retrouver finalement cet objet social. Le choix de la métropole. J'aime bien parce que tu dis en fait que, en gros, la situation qui est celle du logement aujourd'hui, elle est liée aussi à notre façon de consommer un petit peu la métropole et on veut tous être dans des grandes villes parce qu'on a accès à tout très vite, très facilement. Je prends l'exemple de Paris parce que forcément, c'est un exemple dont on va parler dans cet épisode sur l'immobilier. J'ai des amis qui vivent à Paris aujourd'hui, qui ne font que de se plaindre du fait que pour acheter un bien, il faut partir très très loin dans la campagne, et pourtant, ouais, mais j'ai les concerts, j'ai la culture, j'ai le truc, etc., etc. Donc, en fait, le choix qu'on fait pour notre confort personnel, quelque part, on se le reprend dans la figure, parce que du coup, il n'y a plus de disponibilité, il n'y a plus de biens, et donc on est aussi responsable de ça. Alors, je ne veux pas jeter la responsabilité sur les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, que ce soit pour y vivre ou pour des placements, parce qu'il y a aussi toute une politique. Et pourquoi aujourd'hui, ça on n'en parle pas? Tu as parlé un peu de silence au niveau du gouvernement sur ces choses-là. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi tu vois, j'apprends ça en t'écoutant, et alors que j'étais jusque-là à me dire, non, il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde en fait. Pourquoi on n'en parle pas? C'est une bonne question et je crois que je n'ai pas la réponse. Ce qui est certain, c'est que, tu l'évoquais, il y a une responsabilité collective autour de ça, évidemment d'un choix d'aménagement qui a été fait par l'État, d'un choix effectivement de confort. Tu parlais de l'Île-de-France, j'y vivais jusqu'à il y a 6 mois, parce que il y avait cette attractivité de la métropole pour ses aspects culturels, professionnels aussi. Paris reste le centre de rayonnement de beaucoup d'activités, et en premier lieu de l'activité immobilière. J'y ai vécu, j'y ai travaillé pendant des années, et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que, pour mon cas personnel, ma famille s'est agrandie, on s'est éloigné de la ville, et pour aller de plus en plus loin, à la limite de la Normandie, pour avoir un logement qui pouvait permettre d'accueillir la famille. Et donc au fur et à mesure, tu te rajoutes effectivement les contraintes d'une demi-heure de temps de transport, tu passes à 1 heure, tu passes à 1 heure et demie, tu passes à 2 heures, tu passes à 3 heures. Et
et tu rentres effectivement dans ce petit cercle vicieux. Le pourquoi on n'en parle pas, je pense qu'effectivement, il y a parce qu'il y a peut-être cette honte collective de se dire, on n'a pas envie qu'on nous rappelle qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix et qu'on est peut-être responsable aussi de la situation. Bien sûr. On le voit souvent. Exactement. Ce syndrome. C'est vrai. Ça vaut pour les citoyens, n'importe lequel d'entre nous. Ça vaut pour l'État. Ça vaut pour les infrastructures également qui n'ont pas été pensées pour cela non plus. Et finalement, on se retrouve englué dans une situation où il y a un vrai inconfort à accepter d'en ressortir. Et c'est pas évident. Donc, Mais alors, est-ce que c'est pas de l'inconfort temporaire? Parce que pour faire partie aussi, j'ai vécu à Paris quelques années. Bon, c'était clairement pas les meilleures années de ma vie d'un point de vue stress, d'un point de vue transport. Et en fait, à partir du moment où je suis sorti de cet environnement-là et que j'ai repris un peu de distance avec la métropole, j'ai retrouvé un peu de calme, de sérénité, de prendre le temps de faire les choses. Et donc, j'ai le sentiment aussi qu'on a du mal à... Tu disais, un pansement sur une jambe de bois, on a du mal à comprendre que ça va nous amener de sortir un petit peu de ces centres-villes-là surpeuplés. Il y a quand même vachement d'effets bénéfiques là-dessus. Oui, complètement. Alors, tu nous parles de termes un peu techniques, Cédric. Toi, tu maîtrises un peu, t'es l'immobilier, donc forcément, mais il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas. Tu as parlé de ZAN. Ça tombe bien parce que je voulais qu'on parle de ça. Il va se passer des trucs dans l'immobilier, même si notre gouvernement est quand même pas le top du gouvernement d'un point de vue engagement socio-environnementaux. Il y a quand même des réalités qu'ils ont devant les yeux et il y a des choses qui ont été mises en place. Donc tu parlais de ZAN, c'est cette histoire de protection des sols, c'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Donc ZAN, effectivement, acronyme pour zéro artificialisation nette. Et rien que le terme, il est ultra fort. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un des sujets sur lequel on peut être vraiment fier de l'engagement qu'on peut avoir en France sur ce cadre-là. La ZAN, c'est quoi? En fait, c'est à la fois un cadre réglementaire, mais surtout une vision de l'aménagement du territoire. Et cette vision-là, c'est de dire, on va faire en sorte, in fine, qu'en France, on n'artificialise plus du tout les sols. Donc, que toutes les nouvelles constructions dans les années qui viennent tendent vers zéro artificialisation. C'est sous quel délai là, qu'on a cette ambition? Les premiers jalons, le ZAN finalisé, je vais te dire une bêtise, moi je me semble qu'on est en 2050 sur le zéro artificialisation nette. C'est pas un peu trop loin pour que ce soit vraiment impactant? Alors oui et non, parce qu'évidemment il y a des jalons intermédiaires et le premier jalon va être de diminuer par 2 le rythme d'artificialisation des sols. Finalement il y a un bilan qui a été fait territoire par territoire pour se dire ce territoire-là il grignotait tant de mètres carrés, tant d'hectares de sol par an. Et la première phase du ZAN c'est vous prenez ce chiffre-là, vous le divisez par 2. Et c'est votre quota finalement qui est donné à chaque zone pour artificialiser. Donc, mais là, je te coupe, on artificialise, on continue d'artificialiser, mais un peu moins vite. Mais ça continue de se développer. Exactement. Ouais. Pour donner un ordre de grandeur qui est important d'avoir en tête, pourquoi l'État a fini par prendre cette décision très stricte, que à titre personnel je loue, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très positif. En France, on est un des très rares pays dans le monde qui artificialise 2 fois plus vite que sa population ne croît. Et on voit vite que là, en termes d'ordre de grandeur, il y a un problème. Et c'est pas le cas de nos pays voisins. L'Espagne va 2 fois moins vite, l'Italie, l'Allemagne, même chose. Donc il y avait en France une culture de l'étalement urbain assez fort, par la construction de pavillons, par la construction de grandes zones commerciales, par de grandes infrastructures routières, et plutôt que de construire la métropole sur elle-même, de l'étaler avec des zones périurbaines, des villes nouvelles qui s'étendent. L'Île-de-France est un bon exemple, mais on peut avoir la même chose autour de Toulouse, de Nantes, de Bordeaux. Et finalement, cette politique, c'est de dire, en fait, ça, c'est pas normal. Il faut brider cette extension pour forcer finalement les acteurs de l'immobilier à reconstruire la ville sur la ville, utiliser les termes un petit peu consacrés, et de se poser la question de se dire, en fait, avant d'aller réartificialiser un nouveau terrain, je vais aller regarder si j'en ai pas un peu en paupérisation quelque part, une petite friche à aller transformer pour reconstruire sur cette zone-là. Donc ça veut dire densifier un petit peu les espaces,
avec le risque potentiellement dans certains cas de perdre en confort, parce que là où il y avait 5 logements dans un coin, ben, on va en mettre 15. Ça va être quand même de se poser la question de, via une zone industrielle, via une zone commerciale en décroissance, de leur redonner une nouvelle vie, de les transformer. On peut avoir des très très belles opérations immobilières qui en plus, dans certains cas, peuvent avoir un caractère patrimonial fort. Sur Toulouse, le quartier de la Cartoucherie est un bon exemple, qui est devenu un quartier ultra dynamique et qui était une friche industrielle il y a encore quelques années. Et maintenant, dans ce nouveau quartier, on y a des logements plutôt confortables, on a des bureaux, on a une vraie mixité culturelle, etc. On peut refaire des choses sympas, mais il faut bien sûr pour ça que tout le cadre réglementaire qui permet aux promoteurs, aux acteurs de l'immobilier de pouvoir rendre viables ces projets-là. Et évidemment... 2050, je te laisse finir la phrase et après je reviendrai sur cette date-là. Pas de souci. Et je refais le lien avec ce qu'on se disait sur les villes de périphérie, sur les plus petites villes. Bah, finalement, au fur et à mesure du temps, il y a énormément de friches qui ont aussi pu naître dans ces villes-là. Donc la politique de ZAN, elle fait d'autant plus sens, non seulement pour les grandes métropoles, pour brider un petit peu leur croissance, mais également pour permettre de valoriser ultra positivement ces villes intermédiaires qui ont des fonciers sous forme de friches de différentes sortes disponibles, qui sont ultra importants et ultra intéressants. Moi je reste choqué de ce 2050, parce qu'on se rend compte, on est en 2024, on a des défis, alors peut-être que tu maîtrises un peu moins le foncier agricole, je sais pas, je pense qu'on aura l'occasion d'interviewer des gens qui ont travaillé sur la protection du foncier agricole, c'est super intéressant et en même temps c'est très angoissant. Ouais. En gros on nous dit dans une dizaine d'années on a 50% des agriculteurs qui partent, qu'on a je crois détruit un tiers ou presque la moitié des terres arables sur les 30-40 dernières années, et là on est en train de nous dire bon, nous on va continuer d'artificialiser pendant encore 25 ans, tranquillement. On voit que c'est catastrophique en 2024. Faut quand même, je pense qu'on peut plus être climato-sceptique aujourd'hui si on parle vraiment du climat, ou alors il faut vraiment vivre très très loin dans une tour d'ivoire, et on est en train de nous dire bon, on fera vraiment le taf dans 25 ans. Il n'y a pas un risque quand même là de se retrouver dans des enchaînements de crises, de se retrouver dans une révolte, notamment sur on voit déjà les agriculteurs, comment ça se passe aujourd'hui. C'est vraiment sérieux d'attendre si longtemps? Tu pointes sur le cas de l'immobilier en particulier une vraie incohérence et une vraie dissonance qu'on a particulièrement dans ce secteur-là. Par nature, l'immobilier, on le voit comme un objet de temps long. Déjà par nature, l'immobilier, c'est quelque chose qui est long. Pour autant, c'est un secteur d'activité qui ne pense et qui ne décide qu'à temps court. Et la plupart des réglementations, on a parlé des ZAN, mais un certain nombre de réglementations liées notamment à l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments existants, dont les jalons sont 2030, 2040, 2050. Donc il y a un côté vertueux de la part de l'État qui dit je vous donne des jalons long terme pour que vous, acteurs de l'immobilier, qui que vous soyez, un particulier qui possède un logement, un fonds d'investissement, une foncière, un promoteur, l'État donne une visibilité long terme, et des opérateurs qui n'arrivent pas à changer leur modèle. On voit le cas encore cette semaine et depuis le début de l'année de longs débats autour des interdictions de louer les passoires énergétiques. Je ne sais pas si tu l'as en tête, mais il y a des jalons dans la loi française qui existent depuis quelques années. Les classements A, B, C, exactement. D, E, F. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu ne peux plus louer à un nouvel entrant, parce que quelqu'un qui est déjà là peut continuer de le louer. Exactement. Si ton logement est une passoire, ouais, exactement. Et une passoire, c'est quelle lettre? C'est le rouge là, c'est le rouge vif? Ouais, aujourd'hui, la réglementation, elle dit à partir du 1er janvier 2025, dans quelques mois, tout ce qui est sur la classe G du DPE, donc tout en bas, ne pourra plus être loué, ne pourra plus être vendu. Donc à un nouvel entrant où tu n'as plus le droit de le mettre sur le marché. Toute nouvelle transaction est interdite sur les G en 2025. 2028, on donne la classe du dessus, donc F, et 2034, le E. Donc déjà on dit 2025, 2028, 2034, long terme. G, il y en a beaucoup qui sont en G aujourd'hui? Il y en a beaucoup. C'est quoi? J'ai pas de double vitrage, j'ai des trous dans les murs. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup, et notamment dans des bâtiments de centre-ville,
des copropriétés qui ont 50, 60 ans, voire plus, ou du bâtiment haussmannien ou post-haussmannien. Beaucoup de bâtiments relativement anciens peuvent assez vite se retrouver en G, et d'autant plus par des effets mécaniques s'ils sont chauffés au gaz. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, a cette force-là qu'il va pénaliser à la fois si tu es physiquement une passoire avec des trous dans les murs, mais aussi te mettre un malus si tu es très exposé aux énergies fossiles. Donc, il y a plusieurs millions de logements qui vont se retrouver hors de l'autorisation de louer, et ces réglementations-là, elles existent depuis quelques années, et tu vois, on donnait les exemples. 2025 c'est proche, mais c'est connu depuis 5-6 ans. 2028, c'est pas tout de suite. 2034, il y a la visibilité. Et pour autant, on se retrouve avec énormément d'acteurs qui se retrouvent au pied du mur, démunis, en disant « Ah mince, maintenant j'ai pas anticipé. C'est vrai que j'ai pas demandé à ma copropriété pour faire mes travaux. Du coup, maintenant ils veulent plus. » Alors que ça fait 5 ans qu'on connaît la réglementation. Et du coup, là, l'État est en train d'assouplir la réglementation pour laisser encore plus d'air aux acteurs. Donc, c'est une bonne chose pour toi, ça, dès la première step, déjà assouplir le truc en disant, bon, on est un peu ambitieux, parce que ça a l'air bien, ce que tu nous présentes. Alors, tu n'es pas du tout un agent assermenté de l'État, tu viens pas faire du lobby pour l'État là-dessus, mais on a envie de te dire, bah ouais, c'est normal, quoi. Je veux dire, avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, si t'es pas foutu de faire un minimum de rénovation, c'est normal que tu puisses plus louer, que tu puisses pas vendre. Et à un moment donné, la régulation, c'est ça aussi, qu'on a besoin de ça. Mais si le premier pas, tu commences déjà à dire, bon, les gars, c'est pas grave, on vous laisse un petit peu impasse, est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que c'est aussi l'État qui se dit, bon, on n'a pas été bon dans l'accompagnement, on a peut-être un peu merdé sur la formation pour que les gens puissent travailler là-dedans, parce que je suppose que si tu dois changer tout, ceux qui sont en G, ça nécessite aussi une main-d'œuvre qui n'est peut-être pas présente aujourd'hui. Est-ce qu'on a été bon dans la présentation des dispositifs aux propriétaires, etc. Exactement. Si tu pointes exactement le sujet, la réglementation est ambitieuse. À titre personnel, je la trouve vraiment très positive parce qu'en plus, elle est limpide. On a beaucoup de réglementations en environnement en France où il faut vraiment s'accrocher pour la comprendre parce qu'elle est ultra technique. Celle-là, elle est simple, elle est lisible. Vous avez une couleur, une date d'interdiction. Ultra simple, tout le monde peut l'entendre. Et évidemment, ça envoie un signal très négatif, le fait de se dire, bon, en fait, là, on se retrouve collectivement au pied du mur et on devient plus coulant, on donne des dérogations à la dérogation en se rattrapant aux branches pour le justifier. Parce qu'effectivement, une des problématiques, c'est que l'accompagnement en phase amont n'a pas été bien fait. Et pour une responsabilité collective, l'État a un rôle finalement d'aiguillon et de phare pour l'ensemble des acteurs de l'immobilier, mais les fédérations professionnelles ont autant une responsabilité que les propriétaires, aussi bien particuliers qu'investisseurs. Tout le monde s'est retrouvé un petit peu à se regarder dans le blanc des yeux en disant mince, on y va pas. La réglementation, est-ce qu'elle va vraiment se caler à cette date-là ou est-ce qu'on va avoir un petit peu de souffle? Et du coup, on se crée tout seul l'inertie. Il y a on parle beaucoup de responsabilité collective finalement depuis tout à l'heure. Oui. Et là aussi, c'est un petit peu le cas. En fait, c'est que personne n'a pris le sujet en se disant bon, allez, on arrête de rigoler. On attend que le voisin fasse le premier pas, mais le voisin attend que le voisin fasse le premier pas. Et puis après, on rejette la faute sur les autres parce qu'un tel n'a pas fait, un tel n'a pas fait. Et on se retrouve au pied du mur avec des échéances réglementaires, climatiques, sociales, qui sont ultra importantes parce qu'on parle des passoires énergétiques. Évidemment, il y a un impact climatique, mais le premier à souffrir de la passoire énergétique, c'est parce que c'est un vrai inconfort à vivre au quotidien. On parle de la ZAN. Nous, on est à Toulouse. Toulouse, c'est une ville qui est connue historiquement pour la défiscalisation immobilière. Je pense que tous les gens en France qui ont une fois regardé des vidéos sur Internet ont déjà vu la petite nana qui t'explique comment transformer tes impôts en patrimoine immobilier. On a tous été démarchés au moins une fois ou deux. Et là, on se rend compte que ça va s'arrêter. En tout cas, il n'y a plus de nouvelles lois. Est-ce que ça, c'est les conséquences directes aussi d'une prise de conscience que, d'une part, on est en train de détruire l'habitat,
Il y a des villes autour de Toulouse, il n'y a plus de trottoirs, tellement les mecs ils ont construit un peu partout. Et aussi on anticipe cette réglementation, parce que ça n'a absolument rien à voir, et c'est un autre plan qui est prévu. Non, c'est lié. C'est lié. Il y a deux faits générateurs principaux à ce gros bridage finalement de la défiscalisation immobilière. Le fait qu'il y a eu énormément d'abus et de dérives, comme tu le citais, sur ces dispositifs, qui ont été vus comme des dispositifs fiscaux avant d'être des dispositifs immobiliers. Ce qui est quand même dommage. Et à partir du moment où une niche devient surfiscale et qui perd son sens, du coup, on a des dérives. Évidemment, mais en corrélation avec l'objectif de limitation de la construction neuve, énormément de constructions neuves étaient liées à des dispositifs favorisés par des dispositifs fiscaux, sans forcément de grande qualité. Alors je jette pas du tout tout le monde dans le même bain, évidemment, il y a énormément de produits de qualité qui ont pu sortir, mais il y a eu également beaucoup de mauvaise presse sur des bâtiments construits trop vite, inconfortables, etc., où, mis à part l'avantage fiscal, il n'y avait pas grand intérêt pour grand monde, y compris pour les élus qui se retrouvaient avec des concitoyens qui n'étaient pas forcément les plus heureux du monde dans leur nouveau logement, dans leur nouvelle ville. Donc ça a été un sujet. Et puis l'autre sujet qui n'est pas une surprise, on n'a aujourd'hui pas ni un chef de l'État ni un gouvernement qui sont des grands fans de l'immobilier. Si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est assumé et c'est leur posture. Ils ne sont pas promoteurs de l'immobilier comme un outil de création de valeur. Ils ont plutôt tendance à le voir comme un objet de rente. Et ça, une fois qu'on a cet esprit-là, qui est clair, qui est assumé de notre président de la République et de son gouvernement, il ne fallait pas s'attendre non plus à autre chose. Il ne l'a pas caché, il a annoncé la couleur dès sa première élection, donc finalement il fallait s'attendre au bout d'un moment que les tuyaux finissent par être restreints, parce qu'il y a cette conviction-là, qui est la sienne, qui est de dire l'immobilier c'est une rente. Je crois qu'il le résumait à peu près comme ça à l'époque, si je me souviens bien. Vision qu'à titre personnel, pour travailler dans l'immobilier et pour l'avoir découvert, je n'ai pas été formé à l'immobilier, je l'ai découvert en le vivant, on se rend compte que c'est tout sauf ça. L'immobilier, comme on évoquait, c'est un des seuls secteurs qui est lié à tous les autres secteurs d'activité. Que ce soit le secteur économique, que ce soit le secteur social, une mairie, une piscine, un hôpital, c'est des bâtiments, et c'est pas qu'un pied de bilan. Donc c'est un très très fort dynamisme économique, c'est un outil social, c'est un objet social. Donc il y a aussi, je trouve ça un petit peu dommageable de résumer l'immobilier sous son volet financier, et pour autant on a besoin de cet accélérateur financier pour l'immobilier. Mais là en fait tu es quand même en train de nous dire, et je pense qu'on le ressent, qu'un domaine comme l'immobilier, tu le disais tout à l'heure, c'était un quart des gaz à émissions, des gaz à effet de serre, 40% de la consommation d'énergie, et aujourd'hui au gouvernement, on n'a pas un expert pour bosser sur le sujet, quoi. Donc, on paye aussi un petit peu le prix du manque d'anticipation, puis aussi du fait qu'on n'ait pas d'experts, encore une fois, sur ce sujet-là. Dans les choses qui ont été mises en place ces dernières années, il y a le label ISR. Tu connais bien le label ISR. Alors, le label ISR, on le connaît bien pour les épargnants sur le monde de l'investissement financier, pas de plus en plus, mais il existe aussi dans le monde de l'immobilier. Oui. C'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu? Absolument. Sur les produits financiers, je crois qu'il date de 2016, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et il a été, il était essentiellement porté par des sociétés de gestion sur des véhicules d'investissement actions, infrastructures, ou actions, donc de l'investissement traditionnel mobilier. Et il a été décliné en 2020 au fonds d'investissement immobilier. Parce qu'il y avait un trou dans la raquette, en fait. On avait beaucoup de sociétés de gestion qui géraient des produits d'investissement immobilier, que ce soit de la SCPI ou de l'OPCI, qui se disaient, on a l'impression de travailler un objet physique qui a du sens, on a la chance et la responsabilité en tant que gérant de fonds d'investissement d'avoir un objet physique dans les mains, contrairement à
gérant de fonds actions qui va finalement gérer des participations. Et quand on gère 0,03%, si on est propriétaire de 0,3% du portefeuille, du patrimoine d'une entreprise du CAC 40, bah, son rôle d'influence, il est quand même relativement minime. Même si on est une grosse société de gestion, même si on sait s'associer avec plusieurs investisseurs, on a un impact qui est limité. A l'inverse, quand on est fonds d'investissement qui possédons un immeuble, bah là il est difficile de se cacher derrière son petit doigt pour dire « Ah bah non, je n'ai pas pu m'occuper de l'immeuble, j'ai pas pu financer les travaux parce que... Ah bah en fait non, c'est moi qui décide. » Et les sociétés de gestion immobilière, ils ont pris cette conscience-là, ils se sont dit « Bon bah en fait, on va faire en sorte de décliner ce label-là au fonds d'investissement immobilier. » Le travail a été fait, un travail sous couvert de l'ASPIM, qui est l'association professionnelle qui encadre les sociétés de gestion immobilière, où les professionnels se sont mis autour de la table pour proposer à Bercy une déclinaison du label qui a été validée et revue par l'autorité des marchés financiers et qui a pu être lancée effectivement en 2020. Label qui a connu un gros succès commercial auprès des sociétés de gestion. Je le mets succès commercial au sens où c'est aussi un produit, hein, c'est un label, et qui a permis aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des encours d'investissement, des fonds d'investissement alternatifs immobiliers qui sont labellisés ISR. Pour obtenir ce label, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en premier lieu se définir des objectifs d'amélioration de son parc. On parlait de l'immobilier. L'immobilier, dans beaucoup de cas, c'est un objet qui existe déjà. Évidemment, on pourrait créer un véhicule d'investissement immobilier en se disant bon bah on va acheter que des bâtiments neufs, les superstars, ultra green, multilabellisés, tout ce qu'on veut, haute performance énergétique, plus. Bon, on n'a pas une profondeur de marché de dingue et je suis pas sûr qu'on ait une distribution financière de dingue non plus. Par contre, il y a un enjeu fort, c'est comment le fonds d'investissement, comme objet financier, peut permettre d'accélérer la réponse aux enjeux qu'on évoquait juste avant, à savoir de la rénovation, plus de confort, etc. Et ce label-là, il permet ça, en fait. Il dit, quand vous obtenez ce label, vous faites une promesse qui dure 3 ans. Vous dites, bon bah voilà, moi sur mon fonds d'investissement, je m'engage à améliorer la performance énergétique, assurer plus de confort et plus de services aux locataires, etc. On choisit l'histoire, finalement, qu'on veut raconter en fonction de la stratégie de son fonds, qui peut évidemment être différente si on a un fonds logement, si on a un fonds santé, si on a un fonds bureau pan-européen. On choisit cette histoire, on justifie évidemment que cette histoire, c'est pas simplement se mettre en conformité avec la réglementation, il faut faire mieux, et on évalue nos immeubles et on les améliore dans le temps. Donc ça nécessite un énorme travail de structuration, de suivi d'indicateurs de performance, consommation énergétique de tous les immeubles, niveau d'artificialisation des sols, empreinte sur la biodiversité, impact carbone, et on monitore ces indicateurs-là pour faire en sorte de les faire diminuer le plus vers le bas. Et évidemment, on est contrôlé tous les ans par un tiers certificateur. Je raconte une histoire, donc je crée un fonds immobilier, ouais. Parce que donc c'est spécifique, c'est ça, aux investissements immobiliers. Je veux dire, je ne peux pas acheter un appartement en direct et dire c'est un appartement ISR, ça ne fonctionne pas. On reste dans l'idée d'un fonds. Je raconte une histoire, mais en fait, je peux tout à fait mentir sur mon histoire, avoir le label ISR au début, par contre au bout d'un an, on me le retire. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc il y a quand même une précaution à avoir sur ce label-là. Toi, tu juges qu'il est sérieux, ce label, aujourd'hui. Je prends pour exemple la partie plutôt financière. Aujourd'hui, il y a un retravail qui est en cours. Oui. Je dis en cours, on nous a annoncé, Bruno Le Maire nous a annoncé qu'il y allait avoir une exclusion des nouveaux projets, mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire vraiment, les nouveaux projets. Donc, tu sais, on a un peu l'habitude de toujours avoir des effets d'annonce et puis après d'avoir des trucs qui sortent, on ne sait pas d'où. Ah, on ne l'avait pas vu venir celle-ci. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même une prise de conscience que le label ISR tel qu'il était, il y a encore quelques mois, c'était plutôt pour faire, je pense, plaisir aux copains, plus que d'avoir un vrai impact positif sur l'environnement et encore plus sur le social. Donc on est en droit de se dire, attends, dans l'immobilier, est-ce que c'est pas un peu les mêmes bullshit où, bon, bah, t'as mis 3 arbres devant chez toi, t'as des escaliers ou t'as un panneau photovoltaïque pour l'ascenseur et puis t'es bon, quoi. Ouais. Alors oui, effectivement, comme dans tout label, il y a forcément des biais. Sur l'immobilier, il a une force particulière, c'est que comme il travaille un objet physique que la société et que le fonds détient en direct, bah, il
il y a très très peu de possibilités de noyer le poisson entre les deux. Beaucoup de fonds d'investissement en valeur mobilière peuvent aussi facilement se cacher en disant « Ah bah, c'est pas moi, c'est mon data provider qui m'a donné tel indicateur, tel machin. » Qui ça? Les data providers. Un data provider, qu'est-ce que c'est? Attention, c'est jargon. Commence à faire le mec technique. Mais attention, c'est jargon. C'est quoi data provider? En fait, le principe des fonds ISR valeur mobilière, donc on sort de l'immobilier ici, c'est que pour construire l'investissement, donc décider dans quelles entreprises ils vont investir, ils s'appuient sur des données extra-financières qui sont fournies par des sociétés tierces. C'est finalement pas les équipes du gérant j'en sais rien, d'Amundi, de BlackRock, de tout ce qu'on veut, qui vont taper à la porte de toutes les entreprises du CAC 40 pour nous dire donnez-moi vos informations extra-financières. Ils délèguent ça à des gars, des mecs ou des structures qui font le job d'aller chercher les données et après qui les revendent. Exactement. Et ça, c'est un data provider. Exactement. Donc finalement, même avec beaucoup de bonne volonté du monde, le gérant d'un fonds financier, il va se retrouver bridé dans ses capacités de choix parce qu'il a plein de filtres entre lui et l'entreprise qu'il va investir. Et avec le temps, ce label, comme tous les labels, avec le cadre des évolutions de la société, des évolutions des réglementations, le label ISR, il n'a pas beaucoup évolué. Et notamment, la société civile a beaucoup prôné l'enjeu d'aller cesser le financement des énergies fossiles. Et le scandale, si on peut l'évoquer comme ça, qui ressortait assez souvent, c'était de se dire, en fait, je peux aujourd'hui investir dans un fonds en tant que particulier, prendre quelque part dans un fonds d'investissement ISR financier et me retrouver avec, dans les top valeurs qu'il y a dans ce fonds, des grands pétroliers qui, par nature, dans l'esprit de l'investisseur, de l'épargnant final, on ne va pas intuitivement se dire en fait, je veux faire un investissement responsable, j'ai pris des parts chez Total, chez Lafarge, chez Shell, chez BP, chez tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça qui a créé cette défiance-là, qui est tout à fait naturelle et intuitive, de se dire, en fait, on est désolé pour les petits bruits de fond, ces escaliers. Et du coup, tout ça, ça a créé cette défiance autour de ce label-là, alors qu'il permettait de le faire dans une certaine mesure. Il n'a pas évolué, il ne répondait plus vraiment aux attentes des investisseurs, parce qu'il y a toujours, évidemment, le référentiel, il était strict, solide, audité par des tiers, mais entre un référentiel et la perception d'un investisseur, il peut y avoir un monde. Je pense que c'est là aussi qu'il a péché, en pensant que en fait, un référentiel fait par des financiers et des ingénieurs pouvait être compris et vulgarisé par tout à chacun. Et puis, c'est pas le but. C'est pas le but. Donc, il y a eu cette nécessité, effectivement, de le rendre plus clair. Et, a priori, c'est en train d'être fait modulo les points de vigilance que tu évoquais, mais il devrait maintenant être rendu plus strict. L'immobilier, il a été conçu un peu différemment parce que c'est logique de data provider, de fournisseur de données, ça n'existe pas dans l'immobilier en fait. La société de gestion, elle est en prise directe avec son bâtiment. Donc elle peut se cacher derrière rien du tout. Je parlais tout à l'heure de dire, une société de gestion aujourd'hui, elle a quand même en immobilier, très peu de moyens de dire, j'ai pas fait de travaux sur mon bâtiment pour le rendre plus confortable, parce que tu comprends, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu ça, il y a eu ça, il n'y a pas vraiment de vraies excuses qui marchent. Donc, quand les auditeurs externes viennent challenger tous les ans la société de gestion qui gère le portefeuille immobilier, c'est assez facile de mettre le doigt en disant t'es sûr là va falloir revoir ta copie mon grand, et on se reparle l'année prochaine, t'as intérêt à avoir remis le truc au carré. Donc, comme il y a un actif réel derrière, beaucoup moins de parties prenantes et d'interlocuteurs, l'impact direct et la responsabilité, elle est beaucoup plus forte. Donc à mon sens, c'est sérieux dans ce sens-là. Les travaux vont commencer dans les jours qui viennent pour passer à une nouvelle version du label ISR immobilier. Il a aujourd'hui 3 ans, donc c'est son âge de maturité. Il doit aussi grandir lui aussi, là où le label valeur mobilière a mis 6-9 ans à grandir. Il ne faut pas subir la même problématique sur ce label-là. On va se retrouver collectivement, les professionnels de l'immobilier, autour de la table avec Bercy, pour justement aboutir à une version qui soit là à nouveau
encore plus ambitieuses, et pourquoi pas se parler de limiter l'empreinte carbone de manière beaucoup plus stricte des bâtiments, monitorer la biodiversité, etc. Donc il y a en tout cas cette volonté des professionnels de l'immobilier de maintenir ce haut niveau d'exigence. Parce que je pense qu'il y a cette conscience aussi que l'immobilier, il est tellement concret et on peut aussi plus facilement mesurer physiquement les impacts positifs comme négatifs, qu'il faut s'y mettre. Il y a moins d'opacité que sur un placement financier où tu es peut-être dans 200 entreprises. Ouais. Et ça implique que le data provider te donne les bonnes données aussi, qui contrôle le data provider. Hop, il y a la gourde d'eau qui tombe. Ok, donc là, toi, tu fais partie des discussions, tu vas intégrer les discussions sur la réforme de ce nouveau label ISR. Et on peut estimer que là, sur l'année qui va arriver, on aura une présentation d'un label ISR immobilier un peu plus ambitieux. On le souhaite. Plus ambitieux, est-ce que ça veut dire aussi que, et je rejoins un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure pour les promoteurs, j'ai quelques amis qui bossaient pour des promoteurs, et ils ont vu la dernière année catastrophique. Ça licencie dans tous les sens, le modèle économique est plus viable, parce qu'avant on construisait sans compter, et on avait la carotte fiscale, maintenant il y a des limites, etc. Bon, à qui la faute? Ça, c'est encore un autre débat. Est-ce que, du coup, déjà qu'il y a toute cette vague de gens qui vont devoir retrouver de l'emploi, est-ce qu'une réforme du label ISR encore plus ambitieuse et nécessaire va pas aussi encore amener un peu plus de difficultés pour les gens qui travaillent dans l'immobilier? Moi, je pense au contraire que c'est l'inverse. On parlait tout à l'heure qu'un des biais une des problématiques qui avait conduit notamment les annonces récentes de Christophe Béchu de décaler les échéances du DPE pour les logements. Un des points, c'était l'absence de formation et de professionnels pour conduire ces travaux-là. Et en même temps, on se dit que on a des promoteurs qui se retrouvent à devoir serrer leurs effectifs, serrer leurs comptes. On voit bien qu'il y a une problématique là, c'est que en fait ces deux enjeux-là, collectivement, on n'a pas été capable de les faire matcher. Donc de finalement transformer le business model d'un promoteur immobilier qui, plutôt que son métier ce soit de faire de la prospection foncière, d'aller chercher des carottes fiscales pour construire dans un jardin, dans un machin, dans une dent creuse et finalement vendre de manière industrielle sans se poser plus de questions que ça. Beaucoup de promoteurs avaient ce business model-là. Je ne le juge pas, je dis que c'était juste un constat. Ils gagnaient de l'argent comme ça, ils en perdaient comme ça. Juste, il n'y a pas eu cette capacité à prendre du recul et à dire « Ah, en fait, là, les gars, il y a un mur. Par contre, il y a une opportunité là. En fait, ce croisement-là, il n'a pas été pris. » Et justement, d'avoir à la fois des réglementations et des labels volontaires, comme le label ISR, qui force finalement les acteurs à reprendre le bon chemin ou la voie de travers, je pense que c'est positif. Évidemment, ça peut générer un peu de casse pour ceux qui décident de ne pas anticiper. Mais dans ce cas-là, c'est un choix de dire je n'anticipe pas. Parce que les signaux, ils sont clairs, les réglementations, elles sont claires. Donc, après, c'est une question de quels moyens on se donne pour former les équipes, pour aller justement tendre vers moins de construction neuve, plus de rénovation. C'est dans l'absolu faisable, mais il faut effectivement accompagner au long terme la structuration de la profession. Donc pour les professionnels de l'immobilier qui nous écoutent aujourd'hui, le conseil c'est de s'orienter dès maintenant, de se former dès maintenant à l'immobilier durable et de commencer à l'intégrer dans leurs activités dès maintenant. Et oui. Et on voit énormément de promoteurs ou même de fonds d'investissement qui ont fait ce choix-là de la transformation immobilière et qui s'en sortent très très bien, qui ne sont pas encore devenus des majors, mais qui ont, qui ont pris cette signature-là, cette raison d'être. Même certains sont devenus sociétés à mission. Alors qu'intuitivement, dans l'esprit de chacun, un promoteur société à mission, c'était pas forcément le truc le plus intuitif du monde. Sa mission, c'est de s'enrichir à titre personnel, mais est-ce que ça fonctionne dans le cadre? Et tu vois, certains acteurs ont réussi à très bien prendre le mouvement et de se faire une spécialité de la transformation immobilière, de faire des très très beaux produits à des coûts soit très abordables pour le grand public, soit des produits de haut de gamme, et finalement faire le même boulot qu'un promoteur traditionnel, juste leur terrain de chasse initial. C'est pas une friche, c'est pas un bout de terrain vierge, c'est pas le champ d'un agriculteur, pour reprendre ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est un terrain plus contraint. C'est un machin où il y a eu une pollution un jour, c'est un vieux locaux de centre tri postal qui est abandonné depuis 25 ans, qu'on peut transformer.
By the way, ce genre de choses, ça intéresse les élus aussi. C'est dans leur intérêt aussi d'être facilitateurs pour ce genre de projet. Ils y mettent leurs conditions, de pouvoir ramener un petit peu de dynamisme économique, réhabiliter un vieux centre de tri postal en centre-ville d'une petite ville de province, ça peut être un bon deal, de dire voilà, on se fait une petite surélévation, on grignote le parking pour les camionnettes qui ne servent plus à rien, on met une maison médicale en pied de bâtiment, on ramène une petite agence postale et on construit 4-5 étages de logements, dont la moitié de logements sociaux au-dessus. Et a priori, il y a quand même pas mal de monde de content. La problématique, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait un opérateur immobilier capable de prendre le risque de dire bon, en fait, j'achète et j'y vais. Je mets toutes les parties prenantes autour de moi. Je parle à la mairie, je parle aux associations de riverains, je fais l'effort d'aller potentiellement aller chercher des médecins. C'est bien de mettre une maison médicale, mais c'est mieux de mettre des médecins dedans. Sinon, c'est juste une jolie vitrine. Donc il y a cette, finalement, transformation du business model qui marche très bien chez certains opérateurs immobiliers. Donc ça marche. Prendre le risque, tu disais, ouais. C'est un risque principalement financier. Bien sûr, on est d'accord. Tout à fait, complètement. Okay. Et finalement, on parle de finance, ce risque a forcément une rémunération équivalente aussi, in fine. Mais il y a beaucoup d'opérateurs qui maintenant le prennent. À partir du moment où on considère que ça devient le nouveau mode de fonctionnement du business model, c'est duplicable, pas dire à l'infini, mais ça fonctionne. Alors qui va décider que maintenant, le nouveau business model dans l'immobilier, c'est plus simplement investir et avoir un revenu passif ou avoir de la rente, comme le dit notre président, mais c'est de mettre en priorité l'impact social et environnemental et après le côté gain financier. Qui? C'est nous tous. Je pense que c'est nous tous parce que toute la chaîne, si on parle de chaîne de valeur immobilière, comme pour toutes les chaînes de valeur, c'est pas en titillant un des maillons que le reste de la chaîne bouge. C'est effectivement que chacun prenne sa place. L'État a un rôle majeur, de toute façon. Le rôle de l'État, ça ne va pas être de faire le job à la place des opérateurs, mais c'est montrer une voie en disant écoutez les gars, comme pour le sujet du zéro artificialisation des sols, la nouvelle règle du jeu, c'est ça. Et la politique que l'État maintenant français va donner, c'est on fait des rénovations énergétiques massives, on arrête de tolérer les passoires énergétiques et on arrête de tartiner du béton comme des cochons sur des terres où il n'y en a pas. À partir du moment où l'État est ferme dans cette direction-là, en disant voilà où on va, maintenant je vais vous donner des dispositifs fiscaux, des financements, etc. pour vous permettre d'y aller, vous faciliter le financement, il n'a pas à aller au-delà, l'État. C'est sa responsabilité de faire ça et de maintenir le cap. Et s'il fait ça, c'est déjà bien. Donc, il y a quand même un élément déclencheur, c'est une anticipation de ça par l'État. Exactement. Et on le rappelle, hein, tu nous l'as bien souligné tout à l'heure, sachant qu'il n'y a pas d'experts immobiliers aujourd'hui dans le gouvernement. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un matin, je sais pas, Conseil des ministres, l'Assemblée, il y en a un qui dit tiens, en fait, les gars, est-ce qu'on parlerait pas de ça un petit peu? Moi, j'y crois, parce que je suis un éternel positif aussi, et qu'on a quand même un gouvernement qui est à l'écoute des professionnels et qui l'entend. Donc, je pense qu'on va y aller. Il y a eu quand même on en parlait tout à l'heure, des réglementations ambitieuses qui ont été cadrées sur la rénovation énergétique, sur l'artificialisation des sols. Donc, on voit que quand le dossier est suffisamment travaillé, que l'État a pu être convaincu aussi par la profession, on peut faire quelque chose de positif. Donc l'État, il va avoir effectivement ce rôle-là de guide. Et ce qui sera essentiel, c'est, un mot qui était ultra important, c'est l'anticipation. Tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, ont besoin d'une vision long terme, anticipée, et d'une certaine stabilité derrière. Si l'État a dit on va là-bas, c'est pas pour qu'un jour, quelques années, pour des raisons sombres, économiques, politiques ou que sais-je, disent ah en fait non, on va changer les gars, on va plus aller là, on va aller là-bas. Ah bah c'est sûr que les opérateurs immobiliers qui, eux, même s'ils pensent financièrement en temps court, mènent des projets en temps long. Construire un bâtiment neuf, ça prend, entre le moment où on a commencé à réfléchir à un projet à tel endroit et où il est livré, c'est 5 ans.
Ah bah 5 ans, on peut changer de président entre les deux. Et donc on peut changer radicalement d'approche. C'est pour ça qu'on se parlait de portage de risque. Et plus on travaille sur un terrain contraint, plus c'est pas 5 ans, c'est 6, 7, 8, 9. Donc il y a cette temporalité qui est ultra difficile à gérer pour eux et qui nécessite à la fois de voir loin, de gérer ses finances à court. Donc il y a cette course un petit peu permanente entre... Une accumulation de plein de facteurs qui rendent très compliqué quelque chose qui de toute façon sur le papier n'était pas simple. Exactement. Et c'est un petit peu la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui et aussi des explications sur pourquoi ça bouge pas tant et pourquoi c'est bien anticipé, mais tu as quand même de l'instabilité au niveau politique et on peut se retrouver facilement, ce serait pas la première fois, avec un nouveau gouvernement qui efface ce qui a été mis en place avant, qui va changer de stratégie parce qu'il faut aussi être réélu, tu comprends bien, c'est important. Donc on a moins de 5 ans pour faire nos preuves et forcément dans un fonctionnement comme ça, on n'a pas le temps d'accorder le temps aux projets qui sont de toute façon obligatoirement sur des temps longs. Oui, voilà. Complètement. Tu en parlais là-dessus. Du coup, on en arrive à la question finale. Enfin, il y a encore une petite question derrière, mais l'immobilier, demain, qu'est-ce que ça sera et qu'est-ce que ça doit être? Demain, l'immobilier, je pense que si on revient sur un des tout premiers points qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est finalement maximiser l'impact social, tout en diminuant l'impact social, l'impact environnemental négatif. Donc on fait maximiser l'impact social, diminuer l'impact environnemental négatif. C'est, je pense, un petit peu le fil qui doit conduire un petit peu toutes les décisions, dans le sens où un impact environnemental, de toute façon, il y en aura toujours un. On construit un objet physique qui est a priori parti pour durer. On va forcément artificialiser les sols, on va forcément consommer des ressources plus ou moins vertueuses, plus ou moins bien sourcées, plus ou moins bien mises en œuvre, forcément consommer de l'énergie pour le faire vivre, rendre ce logement, ce bâtiment confortable. Et je pense que c'est effectivement le guide qu'on doit suivre aujourd'hui pour que un logement puisse être confortable, abordable, au sens financier du terme également, qu'un bureau soit accessible. Les attentes des utilisateurs de bureaux d'aujourd'hui et de demain sont certainement pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ressent ce besoin de se reconnecter, notamment par des mobilités plus douces vers son lieu de travail. Même pas le nombre de mes collègues, de mes amis qui maintenant font le choix d'aller au bureau à pied, en vélo, etc. Ils vont mettre 2 fois plus de temps, c'est pas grave. Ils sont 2 fois plus heureux, en vrai. Du coup, effectivement, remettre l'objet social, la raison d'être un peu de cet immobilier au centre du jeu, sans oublier l'aspect financier, parce que là où on s'est perdu ces dernières années, c'est qu'on a considéré beaucoup l'immobilier comme un objet financier. L'immobilier a besoin de la finance pour être accéléré, pour être maintenu, pour être conçu, pour être pensé, mais il ne faut pas que les deux se confondent. L'immobilier, c'est à la lisière de 2 mondes, le monde du bâtiment et le monde de la finance. Mais c'est bien un monde à part. À la lisière des deux, il ne doit pas se faire grignoter par l'un, grignoter par l'autre. Il doit penser par lui-même et il a finalement ce rôle social qui est important. Et on parlait d'enjeux d'adaptation également tout à l'heure. Ce bâtiment, il doit pouvoir se projeter dans le temps, parce qu'on a le rôle social d'aujourd'hui, le rôle social de demain. Il doit pouvoir aussi avoir une vision la plus long terme possible, en étant capable de se donner une idée de sa trajectoire de décarbonation, comment on fait en sorte qu'il consomme moins d'énergie, que le choix de l'énergie qu'on utilise pour alimenter ce bâtiment soit la plus durable possible, au sens durable au sens le plus strict possible, qui va durer, sans considération environnementale quelconque, juste avoir... Et toujours là dans 20 ans, quoi. Toujours là dans 20 ans, exactement. Et a priori, on a quand même plus de chances d'avoir encore de l'électricité dans 20 ans que de gaz dans 20 ans. Sans faire l'oiseau de mauvais augure, je pense que ça tend quand même à être un peu plus compliqué. Même financièrement, on voit qu'il y a encore des augmentations de tarifs d'à peu près 10% du prix du gaz qui sont annoncées pour cet été. Ça va aller en continuant comme ça. Donc il y en aura moins et il sera plus cher. Peut-être le moment aussi de faire des choix. Donc finalement, d'être capable de se projeter dans le temps sur l'imitation de l'empreinte carbone pour limiter, finalement atténuer
l'impact carbone et l'impact climatique aussi sur l'artificialisation des sols dans le temps, mais également sans oublier le côté face de la médaille. C'est bien de diminuer son impact, il faut aussi se préparer à sauver les meubles, au sens propre, du coup, si on parle de l'immobilier, parce que les bâtiments qu'on occupe aujourd'hui, celui-là dans lequel on discute aujourd'hui, celui dans lequel tu habites, non j'habite, lequel on va faire nos courses, où on va voter pour faire notre devoir de citoyen, c'est des bâtiments qui seront encore là dans 40, 50 ans a priori, mais les risques climatiques ne seront pas les mêmes dans 50 ans. Donc il faut aussi être capable de se dire, on prépare les bâtiments à encaisser dans quelques années des vagues de chaleur qui seront plus fortes, des risques d'inondation qui ne seront pas les mêmes, des sols qui, quand ils sont argileux, dégonflent et fragilisent les bâtiments. Il y a ce travail d'anticipation à faire. Donc finalement, si je le résume, pour revenir au centre de ta question, on remet le social au centre, on limite la casse sur les aspects environnementaux et on se prépare à encaisser les chocs climatiques et sociaux qui vont arriver. Le bâtiment, c'est un bon exemple finalement dans les débats, les discussions écologiques et environnementales. On fait souvent le lien entre la transition environnementale et la transition sociale. L'un ne devant pas aller sans l'autre, notamment pour des enjeux de fin du monde versus fin du mois. Le bâtiment, c'est le bon exemple. Si on remet au centre le social au niveau du bâtiment, on va reprendre la main sur cet équilibre-là. Et je terminerai par un point qui est important et qu'on distille un peu en fil de notre échange. Le bâtiment et l'immobilier, moi je l'ai découvert il y a une petite dizaine d'années, et ce qui m'a marqué, c'est que c'est un des seuls secteurs qui est intrinsèquement lié avec tous les autres. Donc finalement, ce secteur d'activité-là, au même titre que le secteur financier, à peu près font partie des seuls, en se transformant, ils contribuent à transformer tous les autres. Donc ils ont une responsabilité étendue, grand pouvoir, grande responsabilité, dirait un petit mec araignée. Ils ont une responsabilité de bien faire les choses, ou au contraire de représenter un boulet pour tous les autres secteurs. Donc c'est important qu'ils se transforment. Dernière question, comment aujourd'hui en tant que citoyen, on fait en sorte que l'immobilier de demain soit ce qu'il doit être? En tant que citoyen, on a énormément de pouvoir. On a énormément de pouvoir, on ne s'en rend pas forcément compte. On va en avoir en influençant dans nos choix politiques. Le choix d'un maire et d'une politique municipale sur le logement est ultra importante. Le choix d'un gouvernement et d'un président que l'on va élire. On a des élections européennes qui arrivent bientôt, elles sont toutes aussi importantes que les élections municipales, que les élections nationales. Il y a ce pouvoir d'aller choisir celui qui nous semble avoir un vrai programme d'immobilier sociable et environnemental durable. Parce que c'est notre première responsabilité. Notre autre responsabilité, elle va plus être liée à nos engagements et à nos décisions financières. On a tous une épargne plus ou moins importante. Et quand on a une épargne suffisamment importante et qu'on a ce confort-là et cette capacité à aller la flécher, prendre en considération aussi ces enjeux du secteur de l'immobilier. C'est un secteur qui a énormément besoin de capitaux, qui les utilise plutôt efficacement. Donc on va aller placer cet argent-là. Prendre le temps, c'est compliqué. C'est évidemment compliqué. Il y a besoin d'acteurs pour conseiller effectivement les épargnants là-dessus, à aller flécher notre épargne et donc notre influence indirecte vers des projets immobiliers qui vont faire sens. Et le dernier, je dirais, ça va être dans nos choix et nos décisions de logement aussi à titre personnel. Faire le choix quand on le peut, quand on en a les moyens, de prendre le temps de rénover, de prendre le temps de la sobriété dans nos usages aussi. C'est aussi une certaine complexité, parce qu'il y a des enjeux techniques, des enjeux de savoir-faire, il y a des enjeux financiers. Mais ce levier-là, au même titre que les deux précédents, si on les voit à long terme, si on anticipe, il y a quand même beaucoup moins de barrières. Donc, je remets tout ça aussi avec le sujet de l'anticipation. Essayez toujours de le voir le plus long terme possible, y compris dans nos choix individuels. Cédric, merci pour ta venue, merci pour ton intervention. Merci pour l'accueil.